30 août 2022. Dans une chambre d'hôpital de Moscou, un vieil homme ferme les yeux pour la dernière fois. Les monitorings s'éteignent un à un. À l'extérieur, le monde ne s'arrête pas. Il accélère. Quelques heures plus tard, l'information se répand comme une traînée de poudre. Mikhaïl Gorbatchev est mort. Et presque aussitôt, sur les écrans, dans les fils d'actualité, sur les téléphones portables de millions de gens, une autre information vient se coller à la première, plus bruyante, plus incisive, plus dérangeante. On lit, on clique, on partage. Gorbatchev affirme des titres en gros caractères, aurait fait avant de mourir un dernier aveu. Il aurait nommé celui qui, dans l'ombre, aurait ordonné la chute de l'Union soviétique. L'Union des républiques socialistes soviétiques, ce géant de 270 millions d'habitants, dissous en décembre 1991, 31 ans plus tôt. L'homme qui en a tenu les commandes jusqu'au dernier jour aurait, dit-on, fini par parler. Sur son lit de mort. Comme dans un roman à suspense. C'est par cette image que commence notre enquête. Non pas par la mort elle-même, mais par la rumeur qui l'a accompagnée. Car la rumeur, elle, est bien vivante. Elle court les réseaux sociaux, elle circule dans les messageries, elle revient dans les conversations de cuisine. Elle prend 1000 formes, tantôt on cite un Erinichele Soranzo, un dernier entretien, jamais diffusé, tantôt on prête à Gorbatchev des mots très précis. Il aurait désigné les services américains, la CIA, une élite mondiale, sans visage, ou encore, selon d'autres versions, Boris Eltsine et les oligarques russes. Chaque variante a ses partisans, ses groupes, ses sites. Chaque variante se prétend mieux informée que la précédente. Et toutes ont un point commun. Aucune ne repose sur le moindre document. Aucune ne cite une source vérifiable. Aucune ne s'accompagne d'une bande audio, d'une vidéo, d'une retranscription. Le dernier aveu n'existe nulle part ailleurs que dans les titres qui le revendiquent. Que s'est-il passé en réalité ce 30 août 2022 à l'hôpital clinique central de Moscou ? Mikhaïl Sergueïevitch Gorbatchev, dernier secrétaire général du comité central du Parti communiste de l'Union soviétique et premier et seul président de l'URSS, ça y est mort après une longue maladie. Il avait 91 ans. Ses proches ont annoncé la nouvelle sobrement. Les télévisions russes et étrangères ont diffusé des séquences d'archives. Un homme jeune encore, le regard vif, la tache de vin sur le front, serrant des mains à Washington, à Reykjavik, à Genève. Puis le même homme, vieilli, les traits tirés, parlant devant une caméra comme on parle à un ami tard dans la soirée. Aucune déclaration fracassante, aucun communiqué sensationnel. Juste une disparition attendue depuis des mois et le vide qu'elle laisse. Mais ce vide, l'Internet ne le supporte pas. Il faut le remplir. Et il le remplit, comme il le fait toujours, avec ce qui ressemble le plus à du sens, un récit, une explication, une main cachée, une phrase secrète prononcée à voix basse entre deux perfusions. La rumeur du dernier aveu n'est pas née par hasard. Elle est le symptôme d'un besoin très ancien, celui de croire que les grands événements de l'histoire obéissent à une intention unique, à un ordre venu d'en haut, à une volonté identifiable que l'on peut nommer, accuser, punir. Si Gorbatchev a obéi à un ordre, alors la disparition de l'URSS n'est pas un accident. C'est un plan. Et un plan, cela se démonte, cela se juge, cela se commente. Un accident, non. Un accident, cela reste inexplicable. Et rien n'est plus insupportable qu'une catastrophe sans coupable. Voilà pourquoi ces titres-là fonctionnent. Voilà pourquoi ils se propagent. Voilà pourquoi on y croit, ou au moins pourquoi on les transmet sans les vérifier. Le mécanisme est connu. Une information qui confirme ce qu'on pressentait déjà circule plus vite qu'une information qui dérange. Pour des millions de gens, Gorbatchev est une figure qui réveille des souvenirs divergents. Les uns se souviennent d'un homme qui a ouvert les vannes de la liberté de parole après des décennies de silence, qui a rendu la guerre froide moins probable, qui a reçu le prix Nobel de la paix en 1990. Les autres se souviennent d'un homme dont les réformes ont accéléré l'effondrement d'un pays, d'un empire qui, malgré ses injustices, procurait une forme de stabilité à des millions de personnes. Pour les premiers, Gorbatchev est un libérateur. Pour les seconds, il est l'artisan d'une catastrophe. Dans les deux cas, l'idée qu'il ait pu obéir à un ordre arrange tout le monde. Elle décharge le personnage de sa propre ambiguïté. Elle transforme l'histoire en complot, donc en scénario lisible. Mais ce scénario n'a pas de source. Et c'est précisément ce que ce film entend démontrer.
Pas en défendant Gorbatchev ni en l'accusant. Pas en prenant parti pour les uns ou pour les autres. En démontant, pièce par pièce, le mécanisme de la rumeur. D'où viennent ces prétendues dernières paroles? Qui les a fabriquées? Qui les a diffusées? Qui y a trouvé un intérêt? Et surtout, qu'est-ce que Gorbatchev a réellement dit de son vivant sur la disparition de l'Union soviétique? Que répondait dans ses livres, ses entretiens, ses conférences, ses mémoires? C'est cette autre histoire, souvent moins spectaculaire, que nous allons raconter, car elle seule permet de comprendre pourquoi une rumeur aussi fragile a pu, en quelques heures, paraître si crédible. Pour cela, il faut revenir en arrière, très en arrière. Avant la rumeur, il y a l'homme. Avant l'homme au crépuscule, il y a un garçon du sud de la Russie. Avant le président de l'URSS, il y a un apparatchik du parti qui gravit les échelons avec une lenteur calculée. Avant la perestroïka, il y a un système qui s'essouffle. Et avant le système qui s'essouffle, il y a les trois vieillards qui se sont succédés au Kremlin dans les premières années 80, trois figures qui, à elles seules, disent l'épuisement d'un monde. Léonid Brejnev meurt le 10 novembre 1982, après 18 ans de pouvoir. Il dirigeait l'URSS comme on dirige une maison de campagne, en s'assurant que rien ne bouge. Sous ses yeux, l'économie s'est ankylosée, les files d'attente se sont allongées, la vodka est devenue la monnaie informelle des transactions quotidiennes. À sa mort, le Politburo choisit Yuri Andropov, l'ancien patron du KGB, un homme sec, austère, qui promet la discipline. Mais Andropov est déjà malade. Il meurt le 9 février 1984, après à peine plus d'un an au pouvoir. On porte alors au secrétariat général Konstantin Tchernenko, un apparatchik sans envergure, dont la santé chancelante fait de lui, dit-on, un dirigeant de transition. Tchernenko meurt le 10 mars 1985, et cette fois, le Politburo choisit quelqu'un de différent, quelqu'un de jeune, quelqu'un qui parle clairement, qui sourit, qui regarde les gens dans les yeux, quelqu'un dont la femme, Raïssa, l'accompagne ouvertement, fait des diplômes, donne des interviews. Quelqu'un dont le nom, Mikhail Gorbatchev, commence à apparaître sur les écrans de télévision du monde entier. Ce monde-là, c'est celui que nous allons traverser dans les prochaines parties de ce film. Non pas comme une chronologie froide, mais comme une tentative de répondre à une question simple: comment en est-on arrivé là? Comment un système qui semblait éternel a-t-il pu s'effondrer en quelques années? Et surtout, que reste-t-il de cette histoire quand on la dépouille dans chacun de ses mythes? Car le mythe est déjà à l'œuvre, il l'était avant la mort de Gorbatchev, et il s'est intensifié après. Le mythe du dernier aveu n'en est qu'un avatar parmi d'autres. Il en existe beaucoup. Le mythe du complot américain, celui du coup d'État des élites, celui du dessein secret de Gorbatchev. Tous ces mythes ont la même forme. Ils substituent une intention simple à un processus complexe. Ils permettent de raconter la fin d'un empire comme on raconte un polar, avec un commanditaire, un exécutant, un mobile. La réalité historique est différente. Elle est plus lente, plus confuse, plus humaine. Elle est faite de décisions prises dans l'urgence, de mauvaises prévisions, de hasards, de personnalités qui s'affrontent, de peuples qui se réveillent. Elle est faite aussi de courage et de peur. Et c'est cette réalité-là que ce film veut reconstruire. Pas pour absoudre Gorbatchev, ni pour le condamner. Pour rendre à l'histoire sa complexité. Et pour montrer que, derrière les titres sensationnels et les rumeurs de lits de mort, il y a des faits, rien que des faits, qui n'en finissant pas de parler. Voilà ce que nous verrons dans les épisodes suivants. D'abord, qui était Gorbatchev avant d'être Gorbatchev? D'où il venait? Comment il a appris à manier les mots et les silences autour du parti? Ce qu'il croyait? Ce qu'il voulait? Puis comment, une fois au pouvoir, il a tenté de réformer ce que des décennies de stagnation avaient rendu informe? Puis comment ces réformes, voulues pour sauver, ont contribué à fissurer? Puis comment le pays, d'une seule voix au référendum de mars 1991 en faveur du maintien de l'Union, s'est retrouvé, quelques mois plus tard, morcelé en 15 États. Et enfin comment, dans les années qui ont suivi, la mémoire de cette époque s'est transformée en mythe, et ce mythe à son tour en rumeur. La rumeur commence aujourd'hui, sur nos écrans. Elle continuera tant que personne n'aura pris le temps de la déplier. Commençons.
Pour comprendre comment un homme devient le dernier dirigeant d'un empire et pourquoi cet empire s'est effrité entre ses mains, il faut d'abord comprendre d'où il vient. Mikhaïl Gorbatchev n'est pas né à Moscou. Il n'est pas né dans les couloirs du Kremlin. Il est né loin, très loin des grandes avenues du centre du pouvoir, dans une petite localité du kraï de Stavropol, au sud de la Russie, dans cette steppe qui s'étend entre la mer Caspienne et les contreforts du Caucase. C'est là qu'il a grandi. C'est là qu'il a appris le travail, l'effort, et surtout cette manière si particulière d'être avec les gens. Directe, attentive, presque paysanne. Les proches de sa famille racontent qu'enfant déjà, il aimait parler, discuter, trouver des compromis. Un don qui, plus tard, lui servira dans les antichambres du Politburo. Son père, Sergueï, était machiniste dans une station de machines et de tracteurs. Sa mère était simple femme au foyer. Famille modeste, famille de travailleurs, famille de la Russie profonde. La Grande Guerre patriotique a traversé son enfance. Il avait un peu plus d'un mois quand l'Allemagne a attaqué l'Union soviétique en juin 1941. Il a grandi dans un pays qui se reconstruisait, qui croyait à l'avenir radieux promis par le parti, qui distribuait des médailles aux héros et des tracts aux enfants. Il a fait ses études à l'école secondaire de Krasnogvardeysk, puis à la faculté de droit de l'université de Moscou, non pas en droit d'ailleurs, mais au département de philosophie et d'économie. C'est à Moscou qu'il rencontre Raïssa Titarenko, étudiante brillante, avec qui il se marie en 1953. Elle sera, jusqu'à sa mort, en 1999, sa compagne, sa conseillère, sa lectrice, sa critique. Une femme qui n'avait pas peur de dire non à son mari, y compris en public. Une rareté dans l'univers verrouillé des épouses soviétiques. Mais revenons en arrière, avant Moscou, avant l'université. Avant la grande histoire, il y a la petite. Le jeune Mikhaïl entre au Komsomol à 15 ans, en 1946. C'est l'âge normal. Toute la jeunesse soviétique y passe. Ce qui l'est moins, c'est la rapidité de son ascension. Au début des années 50, il travaille comme instructeur du Komsomol régional à Stavropol. Au début des années 60, il est premier secrétaire du Komsomol de la région. En 1962, il entre au Parti communiste proprement dit. Et il n'en sortira plus. C'est cette mécanique-là qu'il faut comprendre. Le Partanestin n'est pas un parti politique au sens occidental, c'est une armature. C'est le squelette de l'État soviétique. Tout part de lui. Les carrières, les nominations, les honneurs, les disgrâces. Apprendre à y naviguer, c'est apprendre à survivre dans un monde où chaque parole est pesée, chaque silence aussi. Gorbatchev apprend vite. Il est brillant mais pas spectaculaire. Il ne cherche pas l'éclat, il cherche l'efficacité. Dans les républiques du Sud, à Stavropol, il gravit les échelons. Premier secrétaire du comité de ville du parti à Stavropol en 1966 à 35 ans. Deuxième secrétaire puis premier secrétaire du comité régional en 1970 à 39 ans. Ce sont des postes importants. La région de Stavropol est stratégique, elle fournit une partie du gaz soviétique, elle est frontalière du Caucase agité, elle est réputée pour son agriculture. Pour un jeune cadre du parti, c'est une pépinière. Et pour le Politburo de Moscou, qui cherche en permanence de futurs dauphins, c'est un terrain d'observation idéal. Les années 70 pour Gorbatchev sont celles de la patience. Il regarde, il écoute, il mesure l'immobilisme de Brejnev, l'usure du système, la sclérose des idées. Il voyage, il lit, il s'intéresse à l'agriculture moderne, aux méthodes de gestion occidentales, aux travaux des économistes. Il ne manifeste pas encore de critiques ouvertes. Il observe, il consigne, il attend. Car le système soviétique a ses règles. On ne critique pas Brejnev en public, on attend son heure. Cette heure ne vient pas tout de suite. Brejnev vieillit, mais il tient. Gorbatchev, lui, continue son ascension. En 1978, il est nommé secrétaire du comité central à Moscou. À 50 ans, il entre dans l'orbite du pouvoir central. En 1980, il devient membre à part entière du Politburo, l'instance qui dirige de fait le pays. Il est désormais dans la pièce. Pas encore au centre, mais dans la pièce. Et ce qu'il y voit le confirme dans ce qu'il soupçonnait déjà. Le système est en bout de course. Les ministres dorment pendant les réunions. Les secrétaires régionaux répètent les mêmes formules creuses. Les rapports s'empilent sans être lus. La machine tourne à vide. Quand Brejnev meurt, le 10 novembre 1982, Gorbatchev a 52 ans. Il est déjà l'un des membres les plus jeunes du Politburo.
on parle de lui comme d'un possible successeur, mais le Politburo choisit Yuri Andropov. Andropov, l'ancien patron du KGB, a 68 ans. C'est un dur, un homme de l'ordre, mais c'est aussi un homme qui lit, qui sait que le système ne peut pas continuer tel quel. Gorbatchev, sous Andropov, est connommé à des responsabilités nouvelles. Il devient l'un des secrétaires du comité central chargé de l'agriculture, puis surtout, il se rapproche du pouvoir de gestion quotidienne. C'est Andropov qui, le premier, parle de réforme en haut lieu. Mais Andropov est malade. Sa maladie, longue, incurable, l'empêche d'agir. Il meurt le 9 février 1984. Le Politburo choisit alors Konstantin Tchernenko. Tchernenko, c'est le choix de la prudence. Un apparatchik loyal, sans charisme, dont la santé est si mauvaise que beaucoup, à Moscou, comprennent immédiatement, ce n'est qu'une transition. Tchernenko tousse, s'épuise, disparaît de longues semaines. Pendant ses absences, c'est Gorbatchev, secrétaire du comité central, qui tient l'appareil. Il signe les documents, il reçoit les visiteurs, il devient, sans l'avoir cherché, l'homme qui fait tourner la maison. Les autres membres du Politburo s'habituent à lui. Il voit son énergie, sa mémoire et sa capacité de travail. Il voit aussi sa femme Raïssa, son sourire, ses lunettes, sa manière d'écouter. Un vent nouveau, ou du moins j'ai l'idée d'un vent nouveau. Le 11 mars 1985, Konstantin Tchernenko meurt à son tour. Le Politburo se réunit. Et cette fois, il n'y a plus de candidat évident. Brejnev est mort depuis 3 ans. Andropov depuis 1 an. Tchernenko vient de disparaître. 3 secrétaires généraux en 2 ans et demi, 3 hommes malades, usés, qui se sont succédés sans presque rien changer. L'URSS semble être devenue une maison de retraite pour dirigeants fatigués. Le monde extérieur, lui, ne s'arrête pas. Ronald Reagan, à la Maison-Blanche, parle d'empire du mal. Margaret Thatcher, à Londres, prononce des discours de plus en plus fermes. En Pologne, Solidarność tient tête au pouvoir. En Afghanistan, l'armée rouge s'enlise depuis 1979 dans une guerre que personne à Moscou n'ose nommer. C'est dans ce paysage-là que Mikhaïl Gorbatchev, à 54 ans, devient secrétaire général du comité central du Parti communiste de l'Union soviétique. Il est le plus jeune dirigeant de l'URSS depuis Staline. Et il ne ressemble pas à ses prédécesseurs. Il ne lit pas ses discours sur des feuilles pliées en 4. Il parle naturellement, avec les mains en regardant ses interlocuteurs. Il sourit, il voyage. Sa femme Raïssa l'accompagne dans les voyages officiels, chose impensable sous Brejnev. Aux yeux du monde occidental, qui ne connaît de l'URSS que des portraits gris, Gorbatchev apparaît comme une lumière. À l'intérieur du pays, l'effet est plus ambigu. Pour les vieux du Politburo, ce jeune homme souriant est un trublion. Pour les jeunes, c'est un espoir. Pour les intellectuels, c'est un signe que quelque chose peut enfin changer. Mais que veut exactement ce nouvel homme au pouvoir ? Il veut, dit-il, réformer, pas détruire, pas abandonner, réformer, moderniser, rendre au système sa vitalité perdue. Il a vu dans les campagnes du Sud les champs mal cultivés. Il a vu dans les rapports du KGB la corruption des élites régionales. Il a vu dans les chiffres l'effondrement de la croissance. Il sait que si rien ne change, l'URSS continuera à s'enliser, lentement, sûrement, jusqu'à devenir une puissance du passé. Et il veut éviter ça. Cette ambition-là, il ne la cache pas. Mais il ne la proclame pas non plus. Gorbatchev est un homme du parti. Il croit encore, et à ce moment-là, qu'on peut transformer le système de l'intérieur. Il croit aux mots du vocabulaire soviétique, à condition de leur donner un sens nouveau. Voilà ce que les rumeurs sur son dernier aveu effacent complètement. Un homme jeune, nommé dans un système qui ne sait pas mourir. Un homme qui croit encore qu'on peut sauver l'édifice. Un homme qui n'a pas vu ou pas voulu voir à quel point l'édifice était déjà lézardé. Un homme qui portera, quoi qu'il fasse désormais, le poids de cette illusion. Car c'est ici que commence vraiment notre histoire. Pas avec sa mort dans une chambre d'hôpital de Moscou, pas avec la rumeur qui a couru sur les écrans du monde entier, avec lui seul dans ce bureau à la fin de l'hiver 1985, qui croit encore qu'on peut changer les choses sans tout casser. Cet optimisme-là, c'est l'un des plus grands et des plus tragiques de la fin du XXe siècle. Et c'est lui qui, en quelques années, mènera l'URSS à se transformer si profondément qu'elle ne pourra plus se reconnaître. Il voulait, disait-il, réformer le système, pas le détruire, pas le renier. Le moderniser, le rendre plus efficace, plus honnête, plus juste.
Il avait vu dans les chiffres du Gosplan que la croissance soviétique s'était effondrée. Il avait vu dans les rapports des services régionaux que la corruption rongeait les campagnes, que l'alcool ruinait les ouvriers, que la production agricole stagnait depuis 2 décennies. Il avait vu surtout que le système mentait. Mentait sur ses succès, mentait sur ses échecs, mentait sur la réalité. Et Gorbatchev, nourri de lectures d'économistes, de sociologues, d'historiens, pensait qu'un système qui ne peut pas dire la vérité sur lui-même est un système condamné. C'est de là qu'est venue la glasnost. D'abord timidement, la presse est autorisée à parler davantage, à évoquer les problèmes, à donner la parole à des critiques. Puis de plus en plus franchement, les journaux publient des articles sur les camps de Staline, sur les déportations, sur les famines organisées des années 30. Des films sortent qui parlent de l'archipel du Goulag, des procès de Moscou, de la terreur. Des livres paraissent qu'on n'aurait jamais imaginé en librairie quelques mois plus tôt. Les enfants d'Arbat, d'Anatoly Rybakov, les vêtements blancs de Vladimir Doudintsev. À la télévision, des débats publics s'organisent où des citoyens ordinaires prennent la parole. C'est une révolution silencieuse, pas une révolution de barricades, une révolution de mots. Et très vite, les mots dépassent ceux qui les ont prononcés. Les journaux, devenus plus libres, publient des articles de plus en plus critiques, pas seulement sur Staline et le passé, sur le présent, sur les salaires, les logements, les files d'attente, la corruption locale. Sur la guerre d'Afghanistan, qu'on appelait pudiquement Mission d'assistance internationale, et qui, en 1985, en est déjà à sa 6e année et a coûté la vie à plus de 15 000 soldats soviétiques. Des mères de soldats écrivent aux rédactions. Des anciens combattants témoignent. Le mensonge, si longtemps protégé par la censure, est mis à nu. Et ce qui apparaît, en se dissipant, n'est pas beau à voir. Mais la glasnost, ce n'est pas que les mots. C'est aussi Tchernobyl. Le 26 avril 1986, à 1h23 du matin, le réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl en Ukraine soviétique explose. Pendant plusieurs jours, les autorités soviétiques n'informent pas la population. Elles n'informent pas non plus les pays voisins. Le nuage radioactif traverse l'Ukraine, la Biélorussie, une partie de la Russie, l'Europe de l'Est, atteint la Scandinavie, l'Europe occidentale. C'est les autorités suédoises qui les premières donnent l'alerte. À Moscou, on tarde, on minimise, on rassure. Et quand enfin on parle, c'est pour dire que la situation est sous contrôle. Elle ne l'est pas. Elle ne le sera pas avant des mois. Elle ne le sera jamais tout à fait, pour les centaines de milliers de personnes contaminées. Tchernobyl, c'est le moment où la glasnost bascule. Car la vérité, cette fois, ne peut pas être cachée. Les habitants de Pripyat, la ville construite pour les ouvriers de la centrale, ont été évacués dans la panique. Les liquidateurs, ces milliers de personnes envoyées sur les toits du réacteur pour nettoyer les débris radioactifs, témoignent. Les médecins constatent les cancers de la thyroïde chez les enfants. Les cartes de contamination sont publiées malgré les réticences. Et pour la première fois dans l'histoire soviétique, un événement catastrophe n'est pas effacé. Il est dit, il est débattu, il est même contesté. Car en parlant, le système apprend aussi à se contredire. Et il ne sait plus alors comment s'arrêter. Car la glasnost a une sœur, la perestroïka. Et la perestroïka, elle, touche à l'économie. En 1987, la loi sur l'entreprise d'État entre en vigueur. Officiellement, ce texte est présenté comme un progrès. Les entreprises, désormais, peuvent décider elles-mêmes de ce qu'elles produisent et, en partie, des prix qu'elles pratiquent. C'est, sur le papier, un pas vers le marché. Dans les faits, c'est un séisme discret, car la machine soviétique ne sait pas fonctionner ainsi. Pendant 70 ans, elle a obéi à des ordres venus d'en haut. Elle a rempli des plans chiffrés, elle a ignoré la demande réelle, elle a distribué des salaires sans rapport avec la productivité. Et maintenant, on lui demande d'être inventive, on lui demande de calculer, de prévoir, de risquer. Elle ne sait pas faire, elle ne l'a jamais appris. Alors très vite, ce qui se passe, c'est l'inverse de ce qui était prévu. Les prix libérés en partie s'envolent. Les salaires, eux, ne suivent pas. Les magasins, qui ne recevaient déjà pas assez de marchandises, se vident plus vite. Les directeurs d'entreprises, livrés à eux-mêmes, ne savaient pas produire davantage. Ils ne peuvent pas, car la chaîne de fournisseurs fonctionne au ralenti. Le système essaie grippé.
et le dégel, paradoxalement, accélère le grippage. C'est dans ce contexte que Gorbatchev lance en 1985 sa campagne anti-alcool. L'idée simple est de réduire la consommation d'alcool qui ronge la productivité, détruit les familles, coûte cher à l'État. Très vite, les mesures deviennent draconiennes. On rationne la vodka. On réduit les heures d'ouverture des débits de boissons. On arrache des vignes dans le Caucase et en Moldavie. Officiellement, c'est pour la santé publique. En pratique, c'est un désastre budgétaire. L'État perd des milliards de roubles de recettes fiscales. Les consommateurs se rabattent sur l'alcool de contrebande, sur les parfums, sur les produits chimiques. La mortalité ne baisse pas. Elle augmente même dans certaines régions. La campagne anti-alcool est un aveu d'impuissance. Elle dit, en creux, que le système ne sait plus rien produire d'autre que de la vodka pour maintenir le moral de la population. Pendant ce temps, à l'extérieur, la politique étrangère change elle aussi. Gorbatchev rencontre Margaret Thatcher à Moscou en décembre 1984, avant même son accession au pouvoir formel. Il l'impressionne. Elle l'impressionne. La dame de Fer déclare en rentrant à Londres qu'elle peut traiter avec cet homme. Puis c'est Ronald Reagan, d'abord à Genève en novembre 1985, puis à Reykjavik en octobre 1986. Les deux dirigeants se découvrent, se jaugent, apprennent à se parler. En décembre 1987, à Washington, ils signent le traité sur l'élimination des missiles à portée intermédiaire et à plus courte portée. C'est la première fois, depuis le début de la guerre froide, que les deux superpuissances détruisent une catégorie entière d'armes nucléaires. Le monde retient son souffle, puis il souffle. Et le 15 février 1989, après presque 10 ans de guerre, les derniers soldats soviétiques quittent l'Afghanistan. Cette guerre que personne à Moscou n'avait jamais voulu nommer. Cette guerre qui avait englouti des dizaines de milliers de vies, qui avait coûté des milliards, qui n'avait rien résolu. Le retour des cercueils, longtemps cachés, s'étale désormais à la télévision. Les mères de soldats témoignent. Les anciens combattants, qu'on appelait internationaux, deviennent, dans le langage nouveau, des victimes. Une page se tourne. L'URSS, en apparence, se désengage du monde. Le 9 novembre 1989, le mur de Berlin tombe, pas sous les coups de Gorbatchev, sous la pression des Allemands de l'Est eux-mêmes, qui votent avec leurs pieds. Mais Gorbatchev, qui n'a pas envoyé les chars cette nuit-là, laisse faire. Ce non-agir est immense. 10 ans plus tôt, Brejnev n'aurait pas laissé faire. 5 ans plus tôt, Andropov aurait sans doute réprimé. Gorbatchev, lui, choisit de ne pas choisir. Et ce choix, comme les autres, change le monde. Car pendant que Gorbatchev multiplie les voyages et les poignées de main, à l'intérieur, la situation se dégrade. Les réformes promises tardent. La loi sur l'entreprise n'a pas tenu ses promesses. Les prix grimpent, les rayons se vident, et la glasnost, qui devait être un outil de régénération, devient un formidable instrument de contestation. En Ukraine, en Géorgie, dans les pays baltes, les intellectuels, les ouvriers, les étudiants parlent. Ils parlent de ce qu'ils n'avaient jamais pu dire. Ils parlent de leur langue, de leur histoire, de leur mémoire. Ils parlent de ce qui, hier encore, aurait valu la prison. En 1988, l'inflation atteint déjà 10 à 20% par an. En 1989, elle s'accélère. En 1990, elle dépasse 100%. Les salaires sont payés en retard. Les retraités touchent des sommes dérisoires. Dans les villes, les files d'attente s'allongent devant les magasins. On introduit des tickets de rationnement pour le sucre, le beurre, la vodka, les cigarettes, parfois même le savon. Les hôtesses de caisse, les enseignants, les médecins demandent leur salaire en décalage de plusieurs semaines. Les mineurs en Sibérie, en Ukraine, se mettent en grève. Et leurs revendications ne sont plus seulement économiques, elles sont politiques. Ils veulent que leur voix compte. Ils veulent que le système change vraiment. Voilà ce qu'on ne dit pas dans les récits héroïques ou dans les récits de trahison. Gorbatchev n'a pas voulu tout cela. Il voulait moderniser. Il voulait rendre le système plus honnête. Il voulait libérer les énergies. Et il a réussi en partie, la presse est plus libre, les voyages aidés à l'étranger sont devenus possibles, la guerre froide s'apaise. Mais en libérant les énergies, il a aussi libéré les frustrations.
En rendant la presse libre, il a donné la parole à ceux qui, depuis des décennies, n'en avaient pas. Et ces voix nouvelles ne se contentent pas de réclamer plus de beurre. Elles réclament aussi plus de justice, plus de dignité, plus de droit à disposer d'elles-mêmes. Dans la prochaine partie, nous verrons comment ces voix, longtemps réduites au silence, ont fait trembler l'édifice. Nous verrons comment l'URSS, qui paraissait si solide encore en 1985, s'est trouvée prise d'entre des réformes qui n'allaient pas assez vite et des contestations qui allaient trop vite. Et nous verrons comment, en quelques mois, un monde qui se croyait éternel a commencé à se disloquer. La première fissure, on l'a presque oubliée. Elle n'a pas fait les gros titres du monde entier. Elle n'a pas fait la une des journaux occidentaux. Elle s'est ouverte en février 1988, dans une petite région du Caucase que peu de gens, à l'étranger, savaient en situer sur une carte, le Haut-Karabakh, une enclave peuplée majoritairement d'Arméniens, rattachés à la République socialiste soviétique d'Azerbaïdjan, qui réclamait son rattachement à la République socialiste soviétique d'Arménie. Au début, ce n'était qu'une pétition, une manifestation à Stepanakert, la capitale. Très vite, cela devient une émeute, puis un pogrom, puis une guerre qui ne dit pas encore son nom, mais qui déjà ensanglante les villages. Pour beaucoup d'observateurs, le Haut-Karabakh est la première étincelle. La première fois depuis des décennies que l'EURSS se déchire sur une ligne ethnique. La première fois que le centre, à Moscou, ne sait pas comment répondre. Car la glasnost, qui devait libérer la parole, a libéré aussi les mots les plus dangereux. Pendant des générations, on avait appris à se taire, à ne pas dire qu'on était arménien avant d'être soviétique, à ne pas dire qu'on était balte avant d'être soviétique, à ne pas dire qu'on était ukrainien ou géorgien ou tatar avant d'être soviétique. On avait appris à chanter dans la même langue, à défiler aux mêmes dates, à scander les mêmes slogans. Et voilà que la glasnost permettait enfin de parler autrement, de dire son nom, de réclamer sa langue, de raconter son histoire, celle que les manuels soviétiques avaient effacée. Cette liberté nouvelle était enthousiasmante. Elle était aussi terrifiante, car en donnant la parole à tous, on redonnait aussi des arguments à ceux qui voulaient se fémer, se séparer. En 1988 et 1989, c'est un défilé de souveraineté qui traverse l'Empire. République après république, les parlements locaux adoptent des déclarations. La Lituanie proclame sa souveraineté en mai 1989. La Lettonie, l'Estonie suivent. La Géorgie, l'Ukraine, la Biélorussie, le Kazakhstan, tous, à des degrés divers, proclament leur droit à décider de leur avenir. Le vocabulaire change. On ne parle plus de république socialiste soviétique, mais de république souveraine. Et chaque mot nouveau est une pierre retirée de l'édifice. Moscou regarde, hésite, tergiverse. Gorbatchev ne veut pas réprimer. Il ne veut pas non plus laisser partir. Il cherche une troisième voie, un nouveau traité de l'Union qui redonnerait plus d'autonomie aux républiques tout en maintenant un centre fédéral. Cette idée, il la porte depuis 1990. Il en discute, il en débat, il en retarde la signature. Car la signature suppose un consensus, et le consensus suppose que chacun renonce à quelque chose. Or, personne ne veut le renoncer. Le 12 juin 1990, un événement survient à Moscou qui change la donne. La Russie, c'est-à-dire la République socialiste fédérative soviétique de Russie, la plus grande, la plus puissante, celle qui représente plus de la moitié de la population de l'URSS, adopte sa propre déclaration de souveraineté. C'est un coup de tonnerre. Car la Russie, jusqu'ici, n'avait jamais prétendu exister indépendamment de l'Union. C'est elle, l'Union. C'est son squelette. Et voilà qu'elle proclame, elle aussi, qu'elle veut décider pour elle-même, et qu'elle a désormais un président élu, Boris Eltsine. Eltsine, c'est l'autre figure de cette histoire, ancien apparatchik devenu dissident, puis tribun. Un homme colossal, physiquement et politiquement. Un homme qui ne mâche pas ses mots, qui aime la foule, qui sait parler aux ouvriers, aux chauffeurs de camions, aux vendeurs de marché. Un homme qui, en juin 1991, sera élu président de la Fédération de Russie au suffrage universel. Gorbatchev, à ce moment-là, voit se dresser contre lui un rival qu'il ne peut plus ignorer. Deux légitimités s'affrontent, celle déclinante du secrétaire général, celle montante du président russe, et autour de ce duel, un pays qui se demande qui croire. Car la situation économique, elle, ne laisse plus de place au doute. En 1990, l'inflation a dépassé 100%.
En 1991, le déficit budgétaire de l'Union atteint près de 20% du produit intérieur brut. La dette extérieure, elle, est de 66 milliards de dollars. Les caisses sont vides, les magasins sont vides. Les gens, eux, ne le sont plus. Ils descendent tranquillement dans la rue. À Moscou, à Leningrad, à Kiev, à Tbilissi, à Vilnius, les manifestations se multiplient. Les mineurs en Ukraine et en Sibérie menacent même de paralyser l'économie. Le 17 mars 1991, Gorbatchev tente un dernier coup, un référendum sur le maintien de l'Union. La question posée dans 9 républiques tôt sur 15, les 3 Baltes, la Géorgie, la Moldavie et l'Arménie refusent donc d'y participer, est simple. Jugez-vous nécessaire la préservation de l'Union soviétique en tant qu'État fédéral rénové ? Le résultat est sans ambiguïté, 76,4% des votants répondent oui, plus des 3/4. Le peuple consulté dit qu'il veut encore l'Union. Une union rénovée, certes, mais l'Union, le message est clair. Et pourtant, il ne suffit pas. Car pendant que les urnes parlent, les coulisses s'agitent. À Moscou, à Kiev, à Minsk, à Alma-Ata, les élites républicaines préparent de leur sortie. Le référendum n'a pas éteint la poussée centrifuge, il l'a juste ralenti. Quelques semaines. Car le référendum portait sur le principe. Mais le traité nouveau, lui, reste à négocier. Et chaque république veut y mettre ses conditions. Et chaque condition éloigne un peu plus le traité. Le 20 août 1991 devait être le jour de la signature. Le jour où Gorbatchev, après des mois de discussion, devait parapher avec les dirigeants de 9 républiques le nouveau traité de l'Union. Un texte qui transformait l'URSS en une union des États souverains. Un texte qui maintenait un centre, mais un centre allégé. Un texte qui surtout aurait pu éviter la rupture. Ce jour-là ne viendra pas. Le 19 août au matin, Gorbatchev est en Crimée, à Foros, sur les bords de la mer Noire. Il s'y repose, il prépare justement son voyage à Moscou pour la signature. Il est dans sa résidence, avec sa famille, ses livres, ses dossiers. 3 hommes viennent lui rendre visite ce jour-là. 3 émissaires du Comité pour la sécurité de l'État, le KGB. Ils lui apportent une mauvaise nouvelle. Un groupe de hauts dirigeants a pris le pouvoir à Moscou. Il y a un vice-président, Gennady Yanayev, qui se déclare président par intérim. Il y a le Premier ministre Valentin Pavlov, le ministre de la Défense Dimitri Iazov, le chef du KGB Vladimir Kriouchkov et d'autres. Ils déclarent l'état d'urgence. Ils affirment que Gorbatchev est malade et qu'ils agissent pour le salut de l'Union. Ils suspendent la signature du traité. Ils envoient de retard des blindés dans Moscou. Ils attendent que la population cède. Ce qui va se passer est à l'image de cette fin d'empire. Tout le monde pensait que c'était fini et pourtant rien ne se passe comme prévu. Les blindés entrent dans Moscou, mais ils ne tirent pas. Les soldats, fils et petits-fils de ceux qui ont pris Berlin, ne savent pas ce qu'ils font là. La foule, elle, le sait. Elle se regroupe autour de la Maison Blanche, le siège du gouvernement russe, où Boris Eltsine a installé son quartier général. Eltsine sort, monte sur un char, lit un communiqué à la foule. Les moscovites, par milliers, se rassemblent. Ils font des barricades. Ils brandissent des portraits de Eltsine. Ils font un cordon humain. 3 jours durant, la capitale reste suspendue entre la peur et l'espoir. Les Alpha, cette unité spéciale du KGB, hésitent. Leurs officiers reçoivent eux des ordres contradictoires. Les uns veulent en finir, les autres refusent de tirer. Et le 21 août, le putsch s'effondre. Comme un château de cartes, les conspirateurs, un par un, sont arrêtés. L'avion qui devait emmener Gorbatchev en exil ne décolle pas. Gorbatchev, à Foros, reprend ses fonctions. Mais à quoi bon ? En 3 jours, tout a changé. Gorbatchev, formellement, est revenu au pouvoir. Réellement, il ne tient plus rien. Les républicains, effrayés par ce qu'ils ont vu, accélèrent leur déclaration d'indépendance. L'Ukraine proclame son indépendance le 24 août. La Biélorussie, l'Arménie, la Moldavie suivent dans les semaines qui suivent. Et à Moscou même, c'est Eltsine, désormais, qui donne le ton. Gorbatchev reçoit les ordres plus qu'il ne les donne. Le centre, en une nuit, a glissé. Voilà ce que fut août 1991. 3 jours qui ont décidé de la suite. 3 jours où l'URSS, qui paraissait devoir survivre sous une forme nouvelle, s'est trouvée en pratique sans gouvernail. 3 jours qui ont ouvert la porte à ce qui allait suivre. Non pas une transition négociée, mais une liquidation brutale. Car c'est bien de cela qu'il s'agit désormais.
La question n'était plus comment réformer l'Union, la question est comment s'en aller. Et les uns, à Moscou, à Kiev, à Minsk, trouvent la réponse très vite. Dans la prochaine partie, nous verrons comment 3 hommes, dans une forêt de Biélorussie, ont décidé, en quelques heures, que l'URSS n'existait plus. Et comment, à Moscou, le drapeau rouge a été descendu du Kremlin pour la dernière fois, sans un seul coup de feu. Le 8 décembre 1991, dans une résidence de chasse au cœur de la forêt de Biélowieża, près de la frontière polonaise, 3 hommes se retrouvent pour parler de ce qu'ils ne peuvent plus éviter. Le président de la Fédération de Russie, Boris Eltsine, le président de la République d'Ukraine, Leonid Kravchuk, le président du Soviet suprême de la République de Biélorussie, Stanislas Shtushkevich, 3 hommes qui, en moins d'1 an, ont vu un monde s'effondrer autour d'eux. 3 hommes qui représentent, à eux 3, plus de la moitié de la population et plus des 3/4 du territoire de ce qui s'appelait encore, la veille, l'Union soviétique. Ils sont venus pour signer un accord. Mais pas n'importe lequel. L'accord qui portera leur nom et que l'histoire retiendra comme l'acte de décès officiel de l'URSS. Les pourparlers sont rapides. Trop rapides, diront certains, pour être honnêtes. Mais en ce début décembre 1991, plus personne ne croit qu'un nouveau traité de l'Union soit possible. L'Ukraine, surtout, est résolue. Kravchuk, élu quelques mois plus tôt à la présidence, a fait de l'indépendance son drapeau. Sans l'Ukraine, l'Union ne peut plus prétendre être un État. Et avec l'Ukraine partie, la Russie et la Biélorussie n'ont plus aucune raison de conserver une structure qui ne représente plus rien. Le texte paraphé ce jour-là est bref. Il constate que l'Union soviétique a cessé d'exister. Il proclame la création d'une nouvelle organisation, la Communauté des États indépendants, la CEI. 3 signataires. Une intention claire, et, en quelques lignes, l'effacement de ce qui fut, pendant près de 7 décennies, l'une des 2 superpuissances du monde. Gorbatchev, à Moscou, apprend la nouvelle en même temps que tout le monde. Ou presque, car il est enlèverait que des émissaires russes, avant la rencontre, l'avaient prévenu que quelque chose se préparait. Mais il n'a pas pu l'empêcher. Il n'a pas pu le vouloir, car Gorbatchev, contrairement à ce que la rumeur racontera plus tard, n'a jamais cherché à détruire l'Union soviétique, tout au contraire. Il a passé les 6 dernières années de sa vie politique à essayer de la sauver, sous une forme renouvelée, assouplie, décentralisée, sans y parvenir. Le 8 décembre, en apprenant l'accord de Biélowieża, Gorbatchev est, selon ses propres mots, catastrophé. Car il comprend immédiatement que tout ce qui lui reste, c'est d'acter ce qui s'est fait sans lui. Le traité qu'il préparait depuis des mois n'est plus qu'un chiffon de papier. L'union qu'il voulait transformer vient d'être liquidée par ceux-là même qui, quelques mois plus tôt, avaient combattu le putsch en son nom. L'ironie est cruelle. Mais Gorbatchev, fidèle à lui-même, ne fait pas un pas en arrière. Il ne tente pas un coup de force, il ne mobilise pas l'armée, il ne mobilise pas le KGB, il accepte la logique des faits. Et il prépare sa sortie. Le 25 décembre 1991, en fin de journée, Mikhaïl Gorbatchev prononce son dernier discours en tant que président de l'Union soviétique. La caméra le montre, assis derrière son bureau, les traits tortirés, les yeux un peu rouges. Il parle avec calme, il parle avec dignité. Il dit qu'il met fin à ses fonctions, par souci de cohérence et pour éviter que des incidents ne se produisent. Il remercie ceux qui l'ont accompagné, surtout Raïssa, son épouse, morte 2 ans plus tôt. Et il souhaite bonne chance à ceux qui prennent la relève. Puis il coupe la caméra. Et il part. Ce soir-là, sur le toit du Kremlin, le drapeau rouge de l'Union soviétique est descendu, lentement, pour la dernière fois. À sa place, on hisse le drapeau russe, blanc, bleu, rouge. Pas de fanfare, pas de discours. Quelques techniciens, quelques gardes, un vent glacé. Un drapeau qui descend, un autre qui monte. Et c'est tout. C'est ainsi qu'un empire de 270 millions d'habitants s'est effacé de la carte, sans un seul coup de feu, sans une seule déclaration en forme, sans un seul mot de sa propre bouche. Un dirigeant qui s'en va, un drapeau qu'on remplace, une page qu'on tourne. Voilà ce qui s'est réellement passé. Pas un ordre venu d'en haut, pas un coup de téléphone de Washington, pas une conspiration ourdie dans un bureau secret de la CIA, pas un protocole signé dans une cave à la lueur d'une lampe. Rien de tout cela, juste un système qui ne tenait plus. Des hommes qui en quelques mois ont chacun tiré de leur côté.
et un peuple qui, épuisé, regardait, sans bien comprendre ce qui lui arrivait. Car c'est cela la vraie histoire, pas le scénario qu'on raconte dans les films d'espionnage, pas le polar avec un commanditaire, un exécutant, un mobile. La vraie histoire, c'est un monde qui s'est décomposé, pièce par pièce, sans maître d'œuvre. Un monde où la Russie a voulu exister pour elle-même, un monde où l'Ukraine a voulu se séparer, un monde où la Biélorussie a emboîté le pas, un monde où les pays baltes ont refusé le référendum, un monde où la Géorgie, l'Arménie, la Moldavie, l'Asie centrale ont déclaré, chacune à leur rythme, qu'elles voulaient en décider de leur avenir, un monde où la perestroïka a échoué à réformer ce qu'elle voulait sauver, un monde où la glasnost a ouvert des portes que personne ne savait refermer. Et c'est dans ce vide que naissent les mythes, car un monde qui disparaît sans qu'on l'ait voulu, sans qu'on l'ait compris, c'est insupportable. Il faut une raison, un responsable, un ordre. Et c'est ce que les titres de presse inventent jour après jour depuis 30 ans. Un jour, c'est la CIA. Un autre jour, c'est l'élite mondiale. Un autre jour, c'est Eltsine et les oligarques. Un autre jour, c'est Gorbatchev lui-même qui aurait reçu l'ordre de détruire ce qu'il prétendait sauver. Et puis, après sa mort, c'est le dernier aveu, la version ultime, la plus perverse, la plus simple, celle qui transforme un homme âgé, malade, en fin de vie, en témoin complice d'un plan qu'il aurait porté toute sa vie. Mais ce dernier aveu, où est-il? Qui l'a entendu? Qui l'a transcrit? Quelle caméra l'a enregistré? Quelle bande audio en garde la trace? Aucune. Pas une minute, pas une ligne, pas un mot. Le dernier aveu n'existe que dans les titres qui l'annoncent. Et les titres, eux, se reproduisent à l'infini parce que l'Internet ne s'embarrasse pas de sources. Car ce qui reste de Mikhaïl Gorbatchev, ce ne sont pas ses rumeurs, ce sont ses propres mots. Les mots qu'il a prononcés de son vivant, dans ses livres, dans ses entretiens, dans ses conférences, et ces mots, presque toujours, contredisent la rumeur. Réformer, renouveler l'Union était nécessaire, a-t-il dit, pas la détruire, la transformer. Il a ajouté, dans un entretien à un média ukrainien, sans la position de la Russie, les séparatistes des autres républiques n'auraient jamais eu la force de démanteler l'Union. Ce qui est dire, en creux, que la Russie elle-même, à la fin, n'a plus voulu de l'Union. Pas parce qu'on le lui aurait ordonné, parce que l'Union, à ce moment-là, ne représentait plus rien. Voilà ce que Gorbatchev a répété, inlassablement, jusqu'à la fin. Que son intention n'avait jamais été de détruire, mais de sauver. Que la chute de l'URSS avait été, non pas le résultat d'un plan, mais l'aboutissement d'un long effritement. Que les réformes qu'il avait voulues avaient échoué, non parce qu'elles étaient en folles, mais parce qu'elles étaient impossibles. Que les forces centrifuges qu'il avait libérées étaient plus puissantes que les forces centripètes qu'il essayait de ranimer. Que la Russie, l'Ukraine et la Biélorussie, en décembre 1991, avaient signé la fin d'un monde sans que personne, à aucun moment, ne leur ait ordonné de le faire. Et c'est cela, probablement, qui dérange, car un monde qui s'effondre sans qu'on l'ait voulu, c'est un monde dont la chute dit quelque chose de nous. Elle dit que les systèmes qui ne savent pas se réformer meurent. Elle dit que les empires qui ne savent pas entendre les voix qu'ils contiennent finissent par éclater. Elle dit que les idéologies qui se prennent pour la vérité finissent par se dissoudre dans le réel. Elle dit que les grands projets, quand ils oublient l'homme, finissent par écraser ceux qu'ils prétendaient sauver. Voilà ce qu'il reste après la mort du dernier dirigeant soviétique. Non pas un dernier aveu qui n'a jamais existé, non pas un ordre venu d'en haut qui n'a jamais été donné, mais la mémoire d'un homme qui a cru sincèrement qu'on pouvait transformer l'édifice de l'intérieur, et qui, en essayant, l'a vu se fissurer, et qui, à la fin, a choisi de partir dignement plutôt que de s'accrocher à ce qui n'existait déjà plus. Voilà ce qu'il reste aussi, la leçon que l'histoire ne se réduit jamais à un scénario. Elle est plus lente, plus confuse, plus humaine. Elle ne s'écrit pas à la première personne, elle s'écrit à plusieurs voix, souvent contradictoires, et c'est précisément pour cela qu'il faut se méfier des titres qui promettent, en une phrase, d'enfermer le monde dans un récit.
La rumeur du grand dernier aveu est morte d'elle-même, comme meurent toutes les rumeurs qui ne reposent sur rien. Elle aura duré quelques semaines, quelques mois peut-être. Elle aura apporté son lot de partages, de clics, de commentaires indignés ou ravis. Et puis, elle se sera éteinte, remplacée par une autre. Car l'Internet n'a pas de mémoire, il n'a que des flux. Et les flux, eux, ne s'intéressent ni à la vérité, ni aux faits, ni aux hommes. Ils s'intéressent au mouvement. Mais nous, ici, nous avons pris le temps.